Et oui, tout arrive. Me voilà de retour. Les aléas de la vie ont fait que bon, j'ai pas eu beaucoup de temps de filmer cette dernière année. Néanmoins, certains paramètres me permettent de recommencer. J'ai un grand regret, mais vraiment un grand regret. Quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, pour le plaisir, je vous le rappelle, il se trouvait que l'atelier avait déjà été monté. Donc c'est un peu compliqué de vous montrer un petit peu les aménagements, la fabrication de certains éléments. Néanmoins, je vais vous présenter aujourd'hui mon Bansi. Enfin, ce qui me sert de Bansi. Et j'espère que ça pourrait être inspirant pour vous. Je vous montrerai les avantages et aussi les inconvénients parce que j'ai fait une ou deux bêtises en le faisant. Mais bon, c'est en faisant qu'on apprend, non? Allez, on y va, mais avant ça. Faut que je mette de l'ordre dans l'atelier. Il y a eu un peu de laisser-aller. Mais avant de parler du Bansi, je vous propose de chapitrer un peu la vidéo pour en connaître un peu le contenu. Nous allons d'abord parler des critères de choix pour choisir sa scie à onglet. C'est très important selon... mais nous verrons ça juste après. Ensuite, nous allons parler également sécurité, parce que ce sont quand même des machines qui sont relativement dangereuses et on peut très rapidement perdre un doigt, donc je pense que c'est essentiel de parler de cet aspect sécurité. Et en fin de vidéo, je vous parlerai des bonnes pratiques. Parce qu'il existe de bonnes pratiques, de moins bonnes pratiques et de très mauvaises pratiques. Et je vous exposerai aussi quelques trucs et astuces concernant la scie à onglet. Commençons donc par les critères. Le premier critère qui est valable absolument pour toutes les machines, qu'est l'usage avons-nous de cette machine? Est-ce qu'on va s'en servir au quotidien? Est-ce que nous allons nous en servir quelques fois par semaine, quelques fois par mois, quelques fois par année ou pour un projet unique? Donc ça, c'est très important à déterminer avant de choisir telle ou telle gamme. Et forcément, c'est à vous de définir ces critères. Et en fonction de votre usage, eh bien, vous allez choisir telle ou telle machine. En sachant bien sûr que les moins chères sont sans doute les moins performantes et les plus chères les plus performantes. Avez-vous besoin d'une machine ultra performante? C'est à vous de voir. Un autre élément important aussi à prendre en compte, c'est est-ce que vous avez besoin d'une scie à onglet pour poser un parquet, où là la finition n'est pas au demi-degré près parce que tout sera caché par des plaintes s'il y a des imperfections, ou voulez-vous faire de l'encadrement? Et là, vous aurez franchement besoin d'une précision micro-millimétrique. Et si votre usage est prévu pour un usage unique, dans un premier temps en tout cas, envisagez peut-être soit le rachat en seconde main, ou éventuellement la location, parce que la location pour ce genre de machine de qualité n'est généralement pas excessivement chère. On va peut-être parler de 50 ou 60 € pour une semaine. À vous de voir aussi de ce côté. Un autre paramètre à prendre en compte également est la hauteur de coupe que vous allez pouvoir effectuer avec votre lame. Chaque machine a une lame maximale. On peut mettre de plus petites lames, c'est tout à fait possible. On peut mettre de plus petites lames donc, mais on ne pourra pas mettre une plus grande à cause forcément de son carter. Il est donc impératif de bien savoir au départ si ça correspondra aux travaux que vous devez effectuer généralement. Les prix entre une machine avec un petit disque ou un grand disque sont assez avoisinants, donc à mon avis il vaut mieux prendre directement de quoi pallier à tous les cas possibles. La plupart des machines qui sont produites à présent ont une poignée ici à l'avant qui vous permet de jouer sur l'angle que vous allez opérer avec votre machine. Celle-ci n'en a pas, celle-ci est vraiment une ancienne et est un bas de gamme, je vous le rappelle. Veillez malgré tout à ce qu'il y ait des petits points d'arrêt aux angles importants. Vous entendez des petits claques. Ça permet vraiment une utilisation beaucoup plus aisée, en tout cas de la machine. Il est bon de savoir aussi qu'il existe deux types de scie à onglet. La normale, donc, qui ne permettra pas un débattement, et la radiale. On entend par radiale le fait qu'on puisse faire ce mouvement, ce qui induit que vous pourrez découper des planches plus larges. Parlons à présent des angles de coupe à onglet. Une poignée à l'arrière permet de déverrouiller le système et de pencher la machine selon une graduation qui se trouve ici qui se trouve ici derrière la machine. Dans le cas présent, je suis mis en butée maximale qui est 45 degrés. Cette machine ne permet que la coupe à onglet que du côté gauche. Certaines machines plus haut de gamme permettent de l'utiliser vers la droite. Dans le cas présent, je ne suis
malheureusement que dans ce sens-là, ce qui va induire que je vais devoir modifier la position du bois et avec des risques d'imprécision. Le fait de pouvoir aller dans l'autre sens est un avantage, mais vous ne trouverez ça que sur les machines qui coûtent un peu cher. Beaucoup de machines à présent ont un guide laser qui vous indique un trait là où vous allez couper. En théorie, souvent c'est un petit peu à côté, mais il suffit de s'y habituer. On sait qu'il y a un petit écart d'1 millimètre ou deux. C'est un petit plus qui n'est pas stricto nécessaire, mais ça peut être très sympa comme système. À savoir aussi, c'est une machine qui est particulièrement bruyante. Sachez également qu'il existe deux types de démarrage sur ce genre de machine. Soit un système à démarrage instantané, donc la lame va être propulsée à sa vitesse maximale le plus vite possible, ou un démarrage progressif. Ça c'est très important. Si vous avez un démarrage progressif, d'abord vous sentirez moins l'à-coup ici dans la poignée de la machine, mais surtout si vous travaillez sur chantier sans électricité, sur groupe électrogène, il est impératif d'avoir un système progressif, sinon la machine ne démarre pas, elle demande trop de puissance d'un coup au générateur de courant. Important à savoir. Puisque nous parlons de chantier, si vous êtes destiné à travailler sur des chantiers, le poids est aussi un élément à prendre en compte. Pensez-y. Et pour le transport, il est impératif d'avoir un petit système de blocage qui permet de maintenir la machine en position fermée. Idem pour la fonction radiale qui se trouve ici, dans mon cas. Je vous parle brièvement également, la plupart des machines ont un système d'aspiration, soit avec une poche ici à l'arrière qu'il faudra régulièrement vider, ou raccorder un système d'aspiration qui est franchement plus efficace que le sac à poussière. Néanmoins, n'espérez pas garder votre endroit de travail ultra propre. Ça limite les saletés, mais ça ne résout pas tout. Alors, au niveau des lames, il est un point aussi important, c'est le type d'alésage. C'est très souvent 16, 20, voire 30, ça dépend du type de machine. Néanmoins, il existe des bacs de réduction. Surtout, n'achetez pas des machines avec des trous d'alésage. Ce qu'on appelle le trou d'alésage, je vais l'ouvrir, c'est pour ma scie circulaire, celle-ci. Donc, sur les lames, vous avez la dimension de l'alésage, dans le cas présent 16 mm, la dimension, le diamètre en fait du disque de découpe, ici c'est du 190 mm, le nombre de dents, ici on a 18 dents, et ainsi que sa vitesse maximale, qui est ici délimitée à 7000 tours. Lorsque vous utilisez ce genre de machine, qui reste un outil excessivement dangereux, vous avez ici un petit serre-joint qui peut être placé du côté gauche ou du côté droit, qui vous permet de maintenir la pièce que vous allez usiner. Servez-vous-en, c'est pas plus mal, ça vous permet de garder les doigts éloignés de la lame. Très très important, on ne travaille jamais avec ce genre de scie, que ce soit une scie sur table, une scie à ruban, etc., avec des gants. C'est excessivement dangereux. Si votre gant se prend dedans, c'est la main qui y passe. Si vous avez malheureusement mis votre doigt, ce sera juste le doigt qui sera coupé. Vaut mieux, à mon avis, perdre un doigt qu'une main, ou ne rien perdre du tout, c'est encore mieux. Je vous fais une démonstration. Non, c'est pour rire. Ensuite, cette machine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est une machine très bruyante. Casque, anti-bruit, indispensable, si vous voulez préserver vos ouïes. Ensuite, petit masque à placer sur le visage pour éviter de respirer la poussière. Surtout si vous travaillez avec du MDF, du médium, ce genre de choses. Les produits composés ont des colles dedans qui sont assez volatiles. Lorsqu'elles sont découpées, c'est très très nocif de les respirer. Donc masque, casque et lunettes. Une fois harnaché de toutes ces protections, on ressemble plus à Cosmo qu'à un DBDiste, mais c'est le prix à payer pour rester en bonne santé et entier. Bon, vous comprendrez bien que je ne peux pas terminer la vidéo avec tous ces attirails. Pour les besoins du tournage, je ne les mettrai plus. Juste des petits bouchons que je mets dans les oreilles. Ça ressemble à ça. Et au moins, les ouïes seront protégées si jamais je dois couper. Très important aussi lorsque vous travaillez avec une scie à onglet, lorsque vous avez terminé la découpe, il est impératif d'attendre que la lame s'arrête avant de la remonter. Vous voyez que cette machine n'a pas de carter de protection. Sur cette machine bas de gamme, c'était en plastique. Une fausse manœuvre a fait que je l'ai cassé, je ne l'ai pas remplacé. Enfin, je l'utilise en sachant qu'il y a un danger, donc je prends toutes les précautions qui sont nécessaires, mais c'est vraiment pas l'idéal. Idéalement, c'est d'avoir évidemment cette protection. Sur les machines un peu plus haut de gamme, ce carter est en métal et se relève automatiquement dès que vous actionnez la machine. Je termine avec la sécurité sur encore deux points assez importants. Il est indispensable de mettre le côté le plus droit possible
contre le guide. On ne coupe pas comme ça ou comme ça ou comme ça. On passe vraiment ça contre le guide. C'est très 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 important ça. Si vous avez très peu de force d'appui, vous risquez d'avoir des petits incidents. Et dernier point, et pas des moindres, lorsque vous travaillez avec une cale, on va prendre celle-ci par exemple, lorsque vous allez scier, il y a un danger de ce qu'on appelle un kickback. C'est-à-dire que le morceau qui se trouve ici pourrait être propulsé vers l'arrière. C'est une des raisons pour laquelle il faut laisser tourner la lame jusqu'à la fin. Parce que les dents sont légèrement débordantes et lorsque vous allez relever, le bois va se trouver à pression et va être entraîné par la lame. Et ce morceau de bois risque de... C'est bien le... Si vous êtes dans le chemin, ça peut faire mal. Donc, dans la mesure du possible, toujours se positionner de sorte à ce que si une expulsion de bois se fait, donc le kickback, ben, vous ne soyez pas sur son chemin. C'est tout aussi simple. Vérifiez aussi qu'il n'y ait personne derrière. En général, quand on travaille dans l'atelier, on ne vient pas avec son petit-fils ou ses enfants faire joujou.